En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. TVL, la rébellion au quotidien. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Nous recevrons aujourd'hui Marie-Catherine Villatou qui nous parlera des guerres secrètes. Nous discuterons espionnage, contre-espionnage, désinformation, intoxication et guerre psychologique. Mais avant tout, cela, quelques actualités. Après la grande vague de déboulonnage des statuts, de changement de nom des rues, la cancel culture, la repentance continue son œuvre pernicieuse. Ainsi, à Marseille, le maire socialiste Benoît Payan a débaptisé une école du 3e arrondissement, anciennement nommée école Bugeaud, du nom du maréchal à l'époque générale qui conduisit notamment les opérations contre Abdelkader en Algérie. Il fut ensuite nommé par le ministre Thiers, gouverneur général de l'Algérie en 1840. Croyant faire œuvre d'histoire, le petit maire gauchiste de Marseille a rebaptisé cette école du nom d'un jeune tirailleur algérien tué lors de la libération de la cité phocéenne en 1944, Ahmed Litim. Je pense qu'il faut regarder l'histoire en face et je préfère que cette école porte le nom d'un héros plutôt que le nom d'un bourreau, a déclaré Benoît Payan. Si ce tirailleur algérien, mort pour la France, mérite effectivement tout notre respect et doit être honoré par la ville, mais je suppose que les rues ou les bâtiments en construction ne manquent pas dans Marseille, le maire Payan ne regarde pas l'histoire en face, il l'efface, conformément aux habitudes de sa famille politique. Repentance et soumission, salué d'ailleurs par le consul d'Algérie en France, qui en salue l'impact très positif. C'est une énigme vieille de 5 siècles que vient de percer une équipe de chercheurs français. Historiens et cryptographes ont travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois pour déchiffrer une lettre de l'empereur Charles Quint adressée à son ambassadeur en France. Oublié, le document dormait dans les collections de la bibliothèque Stanislas de Nancy. Pour rendre impossible la lecture de la lettre à ses ennemis, le souverain avait utilisé au total quelques 120 symboles, dont certains sont volontairement factices. L'historienne spécialiste de diplomatie et de cryptographie, Camille Desenclos, résume le contenu de la missive. Dans cette lettre, on apprend 2 choses principales. D'une part, que les relations entre le roi de France, François Ier, et l'empereur Charles Quint sont plutôt dégradées. D'autre part, on apprend qu'un complot d'assassinat contre Charles Quint se trame en France, ce qui n'est qu'une rumeur qui s'avère infondée, mais nous pouvons voir dans cette lettre toute la peur de Charles Quint face à ce potentiel complot contre lui. Alors qu'ils exploraient les anciens drains du Colisée à Rome, des archéologues ont mis au jour plusieurs restes d'animaux, y compris ceux de chiens ancêtres des teckels modernes. Les experts pensent que ces chiens étaient destinés à divertir la foule à travers des numéros de cirque ou voire de combats contre de gros animaux tels que des ours. En effet, il faut savoir que le teckel moderne, race apparue en Allemagne au début du XVIIIe siècle, n'est pas le chien-chien à sa mémère que l'on croit. Il est doté d'une puissante mâchoire, d'un corps musclé et de pattes courtes. Aujourd'hui encore, cette race est utilisée pour la chasse d'animaux de taille moyenne, renards, blaireaux ou même des sangliers. Il semblerait que ses ancêtres aient dû faire face à des animaux bien plus impressionnants.
En explorant près de 70 mètres de drains et d'égouts sous le Colisée à l'aide de robots filoguidés, les archéologues ont également trouvé, aux côtés des restes de teckel, des os de léopards, de lions, d'ours et d'autruches. Ils ont identifié également des restes de nourriture, notamment des figues, des raisins, des melons, des olives, des noix, des noisettes ou des pignons de pin que les spectateurs grignotaient probablement pendant le spectacle. Ces recherches offrent non seulement un nouvel aperçu de la complexité du système hydraulique du Colisée, mais permettent également de mieux comprendre l'expérience et les habitudes de ceux qui fréquentaient cet endroit pendant les longues journées consacrées au spectacle, ont déclaré les archéologues italiens. Exposition à voir maintenant. Restons dans l'Empire romain au très beau musée de la romanité à Nîmes. Une exposition intitulée « Dévoiler Nomesus », Nomesus étant la Nîmes antique. Elle présente les dessins scientifiques de Jean-Claude Golvin, architecte et archéologue, ancien chercheur au CNRS. Il est le premier spécialiste au monde de la restitution par l'image des grands sites de l'Antiquité. L'exposition débute par la présentation de Jean-Claude Golvin et de sa démarche, en montrant notamment comment ces restitutions aquarellées sont créées. Puis s'ouvre une véritable promenade dans la Nîmes antique à travers une cinquantaine d'œuvres pour découvrir ses environs, ses rues, ses monuments, restituant l'urbanisation de la ville il y a 2000 ans. Remontons le temps et le Rhône pour Lyon, où au musée des Confluences sera exposé à partir de la semaine prochaine un spécimen de Tyrannosaure rex mâle baptisé Ricker. Il est le 4e T-Rex le plus complet jamais découvert, avec 73% de son squelette fossilisé retrouvé. Il mesure 3,70 m de haut et 11 de longueur. Ricker vivait au Montana, aux États-Unis, il y a 66 millions d'années. Ces os, très bien conservés, portent à leur surface de nombreux détails. La minéralisation les a colorés d'une teinte brunâtre et fauve. Des milliers d'heures de travail de laboratoire minutieux ont été consacrées à l'identification de chacun des os de Ricker afin de rassembler le dossier scientifique le plus complet possible. Ricker sera accueilli au musée des Confluences durant un an, du 16 décembre prochain au 31 décembre 2023. Ce sera seulement la seconde fois que le plus connu des dinosaures sera exposé en France. L'accueil de Ricker est une opportunité exceptionnelle pour faire découvrir ce spécimen à un intérêt scientifique remarquable. Chacun pourra mieux connaître ce dinosaure emblématique qui imprègne la culture populaire, a déclaré Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du musée des Confluences. Retour maintenant au XXe siècle et nous recevons Marie-Catherine Villatou. Marie-Catherine Villatou, bonjour. Vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire, membre titulaire de l'Académie de l'air et de l'espace. Vous fûtes pendant 23 ans enseignant-chercheur au service historique de l'armée de l'air. Puis vous avez occupé les fonctions de chef de bureau air au service historique de la défense. Vous avez également enseigné aux écoles de Saint-Cyr-Côte-Quilan entre 2000 et 2013. Puis au centre de recherche de l'école de l'air à Salon de Provence. Auteur de plus d'une centaine d'articles, d'études de communication sur l'histoire de l'aéronautique militaire et du renseignement. La liste de vos ouvrages serait trop longue à détailler ici. Je les mettrai en référence sous la vidéo. Notons juste vos 2 dernières publications. L'extraordinaire épopée du lieutenant Marshall, pilote de mission spéciale pendant la Grande Guerre, chez Histoire et Collection, paru en 2014. Et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, guerre secrète, renseignement et opérations spéciales de la Grande Guerre à l'Afghanistan, paru aux éditions Memorabilia en 2011. Donc, tout d'abord, dans le titre de ce dernier ouvrage, donc guerre secrète est au pluriel. C'est important car cela veut dire que ce terme recouvre finalement plusieurs réalités, plusieurs acceptations. Est-ce que vous pourriez nous les détailler ? Alors, quand on parle de guerre secrète, il vient immédiatement à l'esprit du grand public tout ce qui est lié à l'espionnage, des choses cachées. Voilà. En revanche, il peut y avoir une définition qui est beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire qui est liée aux actions qui sont exécutées par les forces armées, les forces spéciales, entre autres, qui ont pu d'ailleurs être des missions qui ont commencé déjà au moment de la Grande Guerre, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien.
mais aussi des actions qui ne relèvent pas nécessairement des forces armées, mais plutôt des services de renseignement, qui tournent autour de la désinformation, de l'intoxication, de la manipulation d'agents, de toutes ces techniques, en fait, auxquelles nous nous sommes habitués au XXe siècle, petit à petit, que l'on a rencontrées d'ailleurs par le biais de films, de romans, pour ce qui est le grand public, et puis qui, en fait, ont existé depuis bien plus longtemps, dans l'Antiquité, même l'intoxication, ça a pu exister dans l'Antiquité, c'est pas nouveau. Mais ce qui a changé avec le XXe siècle, c'est une dimension de la technologie qui va faire évoluer ces techniques de désinformation avec l'utilisation de médias, de l'image, de la radio, même parfois aussi l'utilisation de largage de petites feuilles qu'on appelle des tracts, etc. Donc la technologie fait évoluer de plus en plus et de plus en plus loin ces formes dites de guerre secrète qui vont adopter des aspects qui collent à la technologie et puis qui correspondent à la manière dont on pense la guerre. Parce qu'en fait, c'est la manière dont on pense la guerre qui n'est pas toujours la même selon les époques, qui amène à avoir finalement une définition ou à faire entrer dans cette définition des aspects extrêmement larges. Alors, en quoi est-ce secret finalement de lancer des tracts on parlera tout à l'heure des tracts et des avions haut-parleurs, mais en quoi est-ce secret ? Alors, c'est secret, c'est pas secret en tant que tel de choses cachées, mais disons que on l'a pris au sens de secret parce que c'était peu connu et ce sont des choses qui finalement, que beaucoup de gens découvrent parce qu'ils se disent tiens... Vous avez employé tout à l'heure le terme de propagande et vous spécifiez propagande noire ou propagande blanche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors, ces deux adjectifs sont employés pour distinguer une propagande qui ne se cache pas, qui est celle d'un État, qui passe par le biais de médias, quels qu'ils soient, médias imprimés, images, etc., pour défendre à la fois ses propres choix, les valeurs et les idées que l'on veut faire passer auprès de sa population, pour que celle-ci tienne, son moral résiste en cas de conflit, qu'il soit de haute intensité ou dit de basse intensité, terrorisme, etc., à la fois auprès de sa population puis de ses alliés, lorsqu'on en a, ou des États neutres pour les rallier, les emmener de son côté. Et la propagande noire, ça c'est beaucoup plus manipulateur, et c'est justement la guerre secrète par elle-même. C'est lorsqu'un État choisit à un moment donné d'employer des journalistes ou autres pour créer une station de radio ou un journal qui en fait va adopter l'idée le discours de son adversaire, mais en faisant passer des informations erronée, afin donc de conduire la population de l'adversaire à croire des choses qui sont une intoxication. Et le plus connu, c'est les Britanniques pendant la Seconde Guerre, et en particulier le journaliste Daimler, qui avait donc créé une radio qui se prétendait une radio pro-allemande et qui faisait passer des informations totalement fausses. Et ça a été tellement cru comme réel et véridique, qu'il a dû, après la Seconde Guerre, apporter des preuves que c'était bien lui qui avait créé donc ce média d'information radio. Alors finalement, ce que vous présentez et décrivez comme guerre secrète, c'est une guerre sans armes, qui peut conduire à la désorganisation chez l'ennemi, provoquer un choc psychologique, ou alors qui fait des morts finalement indirectement. Elle n'est pas toujours sans armes, parce que les opérations clandestines ne sont pas sans armes. Ou alors, l'objectif, et là, c'est ce qu'on peut évoquer dans la Bluite un peu plus tard, l'objectif, c'est d'amener l'ennemi à s'entretuer lui-même en lui fournissant de fausses informations sans avoir à soi intervenir. C'est-à-dire que là, on arrive quasiment dans Sun Tzu, le rêve, c'est-à-dire le général qui conquiert sans avoir à livrer bataille. Eh bien, c'est ça.
C'est ça. C'est le but, recherché. Vous évoquez quand même les premiers bombardements par aérostat. J'étais surpris parce que sinon c'est très tôt dans. Oui, c'est très tôt dans l'histoire. Au ça a début dû du provoquer 19e, oui. Une panique absolument effroyable chez les combattants. Comment ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence en fait avec les premiers ballons, les ballons, alors pas les ballons des frères Montgolfier qui eux sont joués des vents, mais qui sont les ballons statiques gonflés au gaz et qui étaient fixés, les ballons captifs, et qui ont été employés dès la Révolution à Fleurus et même avant. Et ceci en fait pour observer l'adversaire à la fois. Plus tard, après, ce sera pour régler les tirs. Et puis après, quand le ballon, on pourra le diriger, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, quand on aura un dirigeable, c'est-à-dire qu'avec un moteur électrique, qui là n'est plus le jouet des vents, eh bien, on pourra larguer les premières petites bombes. Mais ça apparaît déjà, les premiers qui ont pensé, ce sont des Français. Au moment juste avant la Révolution, c'est quelqu'un qui s'appelait L'Enfant, et qui a écrit les premiers textes sur l'utilité de la troisième dimension et des vecteurs dans la troisième dimension pour mener la guerre, c'est-à-dire observer l'adversaire, anticiper, lui faire peur parce qu'il s'il se sent observé, il se sent moins libre de ses mouvements, et après utiliser cet objet plus lourd ou plus léger que l'air afin de l'utiliser comme un outil offensif. Et la première chose à laquelle on pense, c'est de faire tomber quelque chose sur ceux qui sont en bas. Alors, c'est l'objet de l'un de vos précédents livres et un chapitre de celui-ci qui est paru en 2021 et non pas en 2011, comme je l'ai indiqué dans mon introduction. Donc, dans ce livre, vous avez un chapitre consacré à l'épopée de l'aviateur Marshall. Est-ce que vous pourriez brièvement nous raconter son histoire ? Alors, Anselme Marshall, en fait, c'est un jeune homme qui est d'origine alsacienne. Et donc, ses parents ont été obligés de quitter la région après la perte de l'Alsace-Lorraine. Mais ça, c'est pas un détail parce qu'il parle couramment allemand. Il grandit en région parisienne. Et dès les débuts du XXe siècle, il se passionne, comme beaucoup, pour l'aviation. Il avait fait l'équivalent de ce qui était HEC à l'époque, et dès 1910, il a un brevet d'aviateur. Ouais. Il va devenir l'un de ces premiers pilotes qu'on connaît à l'époque, comme Garros, etc. Et ses capacités de parler allemand et ses grandes compétences en termes d'aviation vont faire qu'il va être recherché par des entreprises allemandes, et il va travailler entre 1911 et 1914 en Allemagne. Donc il connaît très bien l'aviation allemande, il connaît l'Allemagne, et lorsque la guerre éclate, il va être, comme il était pilote réserviste militaire, il va être employé au camp retranché de Paris. Donc il va fournir énormément d'éléments pour la protection, à la fois de Paris, et puis aussi c'est un des premiers qui va faire dessiner toutes les silhouettes d'avions allemands pour qu'on puisse les reconnaître et qu'il n'y ait pas de tir fratricide. Parce qu'au début de la Grande Guerre, les hommes au sol ne connaissent pas tous les appareils employés. Et donc souvent, même si on a posé des cocardes, on va abattre des avions français en les prenant... C'était l'époque où on pouvait abattre, il n'y avait pas encore de DCA, mais on abattait un avion avec un fusil. Oui, on tire, clairement, voilà. Après, ça va se systématiser, voilà, ça va prendre une forme réelle, la défense contre avion, mais dans les premiers temps, on le fait de manière aléatoire, parce qu'ils volent même à peine 100 mètres, ils sont entoilés, donc du moment que, voilà... Bon, vous pouvez faire tomber un avion relativement facilement. Alors donc ce Marshall, donc à partir de 1900, il est employé dans des unités, il va être employé dans ce qu'on appelle les missions spéciales. À partir de 1915, les missions spéciales, c'est quoi ? C'est déposer des agents à l'arrière des lignes allemandes pour monter des réseaux d'informateurs. Et la France, on a envoyé, à partir de début 1915, a déposé énormément d'agents. Il y a eu près d'une centaine de missions spéciales qui montaient des réseaux, qui envoyaient des informations par pigeons voyageurs, etc. Or, après, les Allemands, en fait, vont arrêter énormément de ces réseaux. Et à partir de 1916, la France est engluée dans la bataille de Verdun. Et l'idée de Marshall, c'est d'impressionner la population allemande et de donner aux Allemands l'impression ou l'idée que, en fait, la France continue et qu'elle pourra même les atteindre dans le cœur. Alors, il est impossible d'envoyer un bombardier parce que même si on avait fait les premiers bombardements au-delà des lignes allemandes, ça ne s'avançait pas plus loin que la Ruhr parce que les avions n'avaient pas l'autonomie nécessaire. Mais lui a l'idée d'aller lancer des tracts au-dessus de Berlin
Alors, il prépare une petite lettre avec toute la méthode qu'il va employer et il va l'envoyer au colonel Barès, qui est l'adjoint en fait du général Joffre, du général Joffre pour tout ce qui est l'aéronautique. C'est lui qui s'en occupe. Et de manière très intéressante, Joffre était passionné par l'aviation. Peu de gens le savent. Et donc, il va accepter l'idée de Marshall. Et donc, on va lui donner les moyens de transformer un avion de l'époque, le Nieuport 11, l'avion qu'on voit à Verdun, l'avion des pilotes de chasse, le transformer pour un appareil qui n'avait une distance de vol franchissable, une durée de vol de 2h30, pour qu'il puisse voler 14 heures d'affilée. Donc réservoir supplémentaire. Voilà, et alourdissement de l'avion, difficulté. Alors donc il va falloir, il va se préparer, il va partir de près de Nancy, ce qui s'appelle le plateau de Malzéville. Il va avoir du mal à décoller, mais heureusement que le plateau est en altitude, parce que l'avion... est très lourd. L'importance de la falaise lui permet de pouvoir continuer. Il réussit à atteindre Berlin. Et il va voler, il part entre 11h et minuit. Pourquoi ? Parce qu'il va suivre une chose à laquelle les gens ne pensent pas, il va naviguer, voler avec les étoiles, et surtout, il suit les voies ferrées. Or, les Allemands, comme les Français, font circuler les trains militaires de nuit. Et les trains militaires à l'époque, c'est quoi ? C'est du charbon. C'est du charbon, donc on voit la lueur du voilà, feu, et donc il suit. Et comme il connaissait l'Allemagne, il connaissait les voies ferrées, il suit les voies ferrées, ainsi de suite, voilà. Et donc il va passer au-dessus de Berlin, il va larguer des centaines de tracts en disant aux Allemands de demander la fin de la guerre, etc. Et le général Joffre avait eu l'idée, appuyé par le gouvernement, d'utiliser le vol de Marshall. Il devait aller donc jusqu'en Russie, jusqu'à Rovno. Et là, échanger des missives avec l'empereur, voilà, le tsar, qui était quand même en légère difficulté sur le plan militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, il n'arrive pas. Il va avoir un problème mécanique. Il est obligé de se poser en Pologne. Et là, comme il a énormément de culot, il voit la population, donc il se fait passer pour un pilote allemand qui a des problèmes. Et donc la population, là, il est prêt à redécoller quand tout d'un coup, un groupe de militaires, des officiers à cheval arrivent et eux distinguent immédiatement qu'il n'y a pas les marques sur l'appareil. Ce que vous racontez, c'est qu'il est fait prisonnier. Voilà, il est fait prisonnier et on va le retrouver à Magdebourg. Avec qui ? Avec Roland Garros. D'accord. Et les deux vont s'évader, lui déguisé en officier allemand, l'autre en prisonnier français, et ils reviennent tous les deux en France. Tous les deux en France. Bon, les lecteurs découvriront ça dans votre livre. Donc, on vient de parler d'avion, et l'aviation tient une place très importante dans cet ouvrage. Et dès la Première Guerre mondiale, les tracts de Marshall, mais elle est utilisée en premier lieu pour l'observation, la cartographie, le renseignement. Donc là, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Est-ce que c'est une constante dans tous les conflits suivants ? Et aujourd'hui encore, est-ce qu'on a eu des nouvelles inventions finalement ? Est-ce le point de départ ? Est-ce la base ? Alors l'avion était au départ utilisé comme le dirigeable ou le ballon captif pour observer visuellement. La difficulté, c'est que les hommes au sol, et en particulier les officiers terre, n'étaient pas toujours convaincus de la justesse de l'observation des pilotes. Aussi, un certain nombre des pilotes ont une idée toute simple. Ils emportaient leur appareil photo personnel, un petit Kodak, pour dire, voyez, ce que je vous ai dit, c'est vrai, parce qu'ils n'étaient pas crus immédiatement. Et donc, là, et une fois encore, je reviens au général Joffre, auquel est venue dès octobre 1914 l'information comme quoi les renseignements photographiques étaient très intéressants, va demander à ce que une des premières missions spécialité qui est accordée à l'aéronautique, c'est la mission de reconnaissance photo. Ces photos vont servir à la fois pour observer, dès qu'on va avoir une guerre qui se fixe, c'est-à-dire des tranchées, les positions, les troupes, les mitrailleuses, etc. Mais surtout, elles vont servir en les assemblant et en les collant à établir ce qu'on appelle des plans directeurs qui vont permettre le réglage de l'artillerie. Et le réglage des artilleurs se fait à partir des photos avec, d'une part, des gens qui sont sur des ballons captifs, une radio
pour les artilleurs en bas. C'est-à-dire qu'il y avait même un fil téléphonique qui reliait le ballon captif au poste d'artillerie. Oui. Puis l'aviateur allait vérifier que le tir a été bien le bon. Et il envoyait ensuite par radio la réponse. Donc beaucoup de gens ignorent que les tirs d'artillerie pendant la Grande Guerre se faisaient uniquement avec l'aviation et l'observation. Et un ballon. Voilà. À partir de quelle année? Dès fin 1914. Ah oui, C'est très tôt. vite, donc, Mais erreur que l'on voit justement dans les films, parce que voilà, on ne pense jamais à lire les romans d'aviateurs et les récits d'aviateurs. On pense toujours, on a une vision de la Grande Guerre qui est une vision en fait où on n'a pas conscience combien c'est une guerre moderne, une guerre qui utilise la technologie, l'aviation, la radio, les écoutes, le chiffrage et après les blindés. Et ce qu'on retrouve en 40, 20 ans plus tard, c'est les progrès technologiques de ce qui a été. Voilà. Mais finalement, c'est toujours la même chose. Et puis aujourd'hui, on observe par drone, Alors, par satellite. En 14, on a des photos. Enfin, on a des premières plaques de verre. Après, on aura des films. À partir de la Seconde Guerre mondiale, on fixe des caméras. On fait des films. Après, on aura des films infrarouges. Et puis ensuite, eh bien, on va passer une nouvelle étape avec le satellite. Et puis après, avec le drone. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, il n'y a plus aucune opération, et tout le monde le sait, qui ne soit menée en préparation, en suivi, et après, en dernière étape pour vérification, sans l'image. Et donc l'image, l'observation, qui est aussi du renseignement, ou l'erreur qu'on peut observer, parce que avec la photographie, va naître de la part de l'adversaire qui sait qu'il est observé le camouflage, la tromperie. Et on peut fabriquer, pour que l'adversaire croie, des faux chars, des fausses positions. Et ça apparaît dès 14 avec le camouflage. Le camouflage, ça apparaît dans la Grande Guerre. Donc en fait, même l'image elle-même peut vous tromper, puisque l'adversaire peut aussi utiliser votre image pour vous induire en erreur et vous intoxiquer. Donc en fait, là encore, on retrouve toujours ce même jeu. En fait, voilà. Même si c'est visible, il y a une part aussi d'intoxication qui entre dans les guerres secrètes. Vous avez évoqué également comme nouveauté le chiffre. Alors le chiffre, le code secret, c'est pas vraiment une nouveauté. Non, le premier, c'est César, voilà. Le plus connu, le code César. Mais donc la guerre du chiffre, c'est une importance fondamentale, et vous la décrivez plutôt comme une guerre de cerveau. Comme une partie d'échecs, finalement. Il s'agit, je déchiffre ton chiffre, maintenant tu vas déchiffrer le mien. Et apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont plutôt les Alliés, les Britanniques en particulier, qui auraient remporté. C'est-à-dire que le chiffre, il est lié aussi à quelque chose qui est la communication radio. Ne l'oublions pas. Il faut faire communiquer, surtout pendant la Seconde Guerre, qui est une guerre planétaire, et une guerre qui se déroule autant dans les airs que sur les eaux, sur les océans. Il faut faire communiquer et envoyer des ordres à des troupes qui sont dispersées. Et donc, à ces troupes dispersées, le seul moyen, c'est la radio. Et la radio, eh bien, on écoute son adversaire. Donc, pour que l'adversaire ne puisse pas suivre vos ordres, parce que ce sont des ordres d'anticipation et puis pour préparation, puis ensuite de réponse au coup, eh bien, il faut coder le message. Et la grande avance au début de la Seconde Guerre, c'est celle des Allemands, qui vont utiliser ce que tout le monde connaît, la fameuse machine Enigma. Mais en fait, cette Enigma, il y en a 4. Chacune des armées a son énigma avec son code spécifique, qui est l'énigma de la Luftwaffe, l'énigma de l'armée de terre, de l'AR, et puis l'énigma de la Kriegsmarine, et puis la dernière, la plus compliquée, avec des doubles rotors, qui est celle du haut commandement d'Hitler, qui est l'énigma de l'OKW. Alors la première à être décryptée, qui va être la plus facile pour les Britanniques, c'est celle de la Luftwaffe. Ce qui fait que on sait que Churchill connaissait le bombardement de Coventry. Mais s'il avait fait protéger la ville, les Allemands auraient compris. Donc, ça a été un choix. Et tout au long de la Seconde Guerre, c'est ça que vous voyez. Après, la deuxième qui va être décryptée le plus rapidement va être celle de la Kriegsmarine. La plus compliquée va être celle de l'OKW. Alors, que fait Churchill? Il va lui falloir des spécialistes, des mathématiciens, parce que c'est un code très complexe qui a besoin de calculs mathématiques. Et il va rassembler à Bletchley Park, pas très loin de Londres, un certain nombre de spécialistes. Et parmi eux, le célèbre, le fameux Alan Turing. Et les messages décryptés s'appellent des messages ultra. Mais le plus difficile va être de décrypter
l'énigma de l'OKW. Et c'est pour cette raison qu'Alan Turing va mettre au point ce qu'on va appeler The Bomb, qui est l'ancêtre tout simplement de l'ordinateur. Et c'est ce travail, en fait, qui, là encore, une fois de plus, on se rend compte que les conflits font avancer à la fois la science, parce que c'était des mathématiciens, c'était des physiciens qui étaient rassemblés là, et qui vont donner naissance à ce que va devenir, eh bien après, le monde dans lequel on est, c'est-à-dire l'informatique, le numérique et puis l'intelligence artificielle. Et du côté allemand ou soviétique Alors du côté allemand, si, le côté allemand, ils avaient bien commencé, mais après, eh bien, disons que le conflit a été tel que, eh bien, Hitler s'est beaucoup plus lancé vers les armes dites de représailles, les fameux V1 et les V2, hein, c'est ce qui l'a beaucoup plus préoccupé. Et puis après, la lutte entre l'Abwehr de l'amiral Canaris, c'est-à-dire le service de renseignement allemand, et puis de l'ASD de l'ASS, qui ont finalement... Il y a eu une dispersion des moyens. Voilà, une dispersion des moyens et de l'efficacité. Quant aux soviétiques, on connaît très très mal. Disons qu'il est une évidence que, vu ce que Staline avait fait de l'armée rouge et de ses meilleurs spécialistes pendant la période des grands procès, il y a plus grand monde pour pouvoir décrypter. Il y a plus grand monde pour être efficace. D'ailleurs. Mais plus généralement, les services de renseignement pendant cette Seconde Guerre mondiale, lesquels ont été les plus performants d'après vous? Écoutez, je pense que ça peut... Les services allemands ont été très bons aussi. Faut pas se leurrer. D'ailleurs, ils étaient bons aussi bien, j'allais dire, de manière différente, mais sur le territoire national pour remonter tous les réseaux de résistance. En 1943, les réseaux de résistance sont quasiment morts et il va falloir faire une protection justement des radios, etc. pour réussir. Mais après, je dirais, avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre et l'appui du SOE, etc., donc les Alliés, particulièrement les anglo-saxons, vont avoir une force de frappe avec beaucoup plus de scientifiques et une efficacité qui est liée au nombre. Hein. Bien, alors, dans l'album La Zizanie, je ne sais pas si vous le connaissez, les aventures d'Astérix, qui est sorti en 1970, les Romains lancent une campagne de guerre psychologique contre l'irréductible village. Et il s'agit d'introduire dans leur environnement des éléments de doute, de discorde. Alors c'est exactement le sujet de l'un de vos chapitres, un de ceux qui m'a le plus plu d'ailleurs, c'est l'histoire de l'épidémie de bleuite durant la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de bleuite? C'est une maladie? Alors, la bleuite, ça vient tout simplement du nom dont étaient affublés un certain nombre d'informateurs, c'est-à-dire d'une tenue bleue, une tenue de travail. Voilà, on les appelait aussi les bleus de chauffe. Voilà, et le terme est venu de bleuite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre d'Algérie, que l'on appelait à l'époque les événements, était quelque chose de complexe puisqu'il s'agissait à la fois d'une guerre qui avait une forme de terrorisme et puis aussi d'une guérilla avec les bandes de l'ALN. Mais le plus difficile était d'arrêter les réseaux poseurs de bombes, etc. Et de, bien entendu, faire éclater les différentes grandes régions auxquelles était rattachée l'ALN, que l'on appelait les wilayas. Et pour remonter, un officier parachutiste qui s'appelait le capitaine Léger a eu l'idée d'utiliser ce qui coûte le moins cher, c'est-à-dire de manipuler des agents. Donc il est allé dans la Casbah à Alger semer la zizanie en recrutant un certain nombre de jeunes qu'il habillait justement de ces fameux bleus pour recruter des agents dont il savait très bien que ces agents allaient raconter un certain nombre de fausses informations. Donc il les faisait recruter par ces bleus de chauffe, c'était l'objectif, pour ensuite faire glisser auprès de l'ALN des noms de soi-disant traîtres, qui n'en étaient pas, ceci pour semer la zizanie à la fois au sein de la wilaya d'Alger, ce qui a été donc une extrême réussite. Puis ensuite, ça a été étendu à toute l'Algérie, ce qui a fait qu'il donnait aux agents recrutés par les bleus de chauffe, comme je l'ai dit, des faux noms, on laissait traîner des faux papiers, des papiers avec de fausses informations. Et ceci a conduit, en fait, les différents groupes de l'ALN à s'entretuer, et ça a mené à près de 7000 combattants de l'ALN qui se sont entretués en raison de ces fausses informations. Ça a été d'une efficacité redoutable et terrible. Oui. Oui. Et donc, il avait à peu près plus de 500 hommes qui travaillaient avec lui. Et donc, aucun moyen financier, aucun papier. Lui, il connaissait tous ses agents recruteurs. Toutes les informations remontaient vers lui. Et ensuite, c'est un formidable jeu d'échecs et de manipulation. Oui. La manipulation de l'esprit humain, c'est ce qu'il y a
J'allais dire, c'est presque ce qui lui fait le plus rêver. Exactement. Quelqu'un qui est un stratège et qui veut faire de la manipulation, ça c'est le rêve ultime. Continuons avec la guerre d'Algérie et les fameuses compagnies de haut-parleurs et de tracts. C'est assez surprenant comme nom pour une unité militaire. Alors là, ça consistait en quoi? On diffusait des messages? Oui, c'est ça. Il fallait convaincre la population du bien fondé, du soutien de la France et de ne surtout pas s'engager à soutenir les membres de l'ALN. Pas du FLN, puisque le FLN n'est plus en Algérie, il est réfugié ailleurs. En tout cas, au Maroc, en Tunisie. Bon. Et c'est vraiment une nouveauté Alors non, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on revient à 1940, tout simplement, il y avait des compagnies de haut-parleurs auprès du front pendant la drôle de guerre, et c'était Jean Giraudoux qui faisait les textes qui étaient lus donc à l'adresse des troupes allemandes pour qu'ils cessent le combat. Donc c'était pas nouveau. Et les Allemands nous répondaient également de leur côté. Et des deux côtés, on a largué des tracts pendant la drôle de guerre pour dire Allemands, cessez le combat, Français, cessez le combat, nous sommes frères. Bon, voilà. Donc ça a été utilisé, et ça a été utilisé aussi pendant la Seconde Guerre, là, de manière différente, pour amener les soldats, en particulier en 1944, les Américains larguaient énormément de tracts pour que les troupes allemandes se rendent. C'était en fait des tracts de reddition. Et on a fait la même chose auprès des Japonais. Donc c'est peu connu, mais c'était fait. Et on bombardait aussi des tracts différents, on larguait des tracts avant bombardement des villes. Ouais. Les Américains le faisaient. Les Britanniques le faisaient. Pour inciter la population à évacuer. Oui, mais en général, elles ne le faisaient pas. Elles ne croyaient pas. Donc, mais ça a été fait. Mais là, c'était dans un objectif très particulier, une vision très particulière. Alors, le reste, pour essayer de convaincre des populations, cette méthodologie va ensuite, après la Seconde Guerre, se mettre en place au moment de la guerre de Corée. Et là, eh bien, ce sont des officiers américains de ce qu'on appelle des PSYOPs, des officiers d'action psychologique, eh bien, qui décident de monter sur des jeeps, eh bien, des haut-parleurs, avec des traducteurs, parce que l'officier américain parle pieusement et tranquillement anglais, donc quand vous êtes auprès de Coréens, eh bien, il vous faut un interprète, voilà. Et donc, pour à la fois eh bien, s'adresser à la population, et puis il vous faut quelqu'un pour que votre acte soit traduit, et en employant les bons mots, les bonnes images. Souvent, lorsqu'on a affaire à des populations analphabètes, il faut plutôt des dessins que des textes écrits, parce que c'était le cas en Corée, auprès des populations. Alors ça, c'est pratiqué aussi en Malaisie. Et puis après, on fera la même chose en France. Et puis, deuxième chose que vous avez, donc pendant la guerre d'Algérie, en Algérie, pardon. J'ai dit en France, mais je parlais en France de manière générique, l'État français. La France. Alors, autre élément que vous avez abordé, c'est celui d'employer l'avion. L'idée est venue, et là encore, c'est les Américains en Corée, et puis ils le prêteront après aux Britanniques, d'employer un appareil qu'on appelait le speaker le premier, puis un second The Voice, qui volait à relativement basse altitude. Alors en Corée, pour les Américains, comme en Malaisie, pour les Britanniques, il n'y avait pas d'aviation, pas trop de DCA, donc c'était relativement tranquille. Oui, parce que j'imagine que l'avion ne doit pas voler ni trop vite, voilà, il ne faut pas qu'il ne vole trop vite, parce que le bruit des moteurs vont couvrir le son du speaker, la voix du speaker, à haute altitude, parce que les voix vont être perdues. Et on va se rendre compte très vite que c'est très difficile dans des zones où il y a des montagnes, parce que ça fait écho, parce que ça fait effet Larsen. Si vous avez beaucoup de végétation en bas, le son est couvert. Alors, dans des premiers temps, ils employaient, parce qu'ils se sont rendus compte que les voix féminines étaient celles avec les aigus, qui étaient les mieux perçus avec le bruit et le fond sonore de l'avion. Donc c'était des Coréennes. Et ensuite, ça a été enregistré sur les premiers magnétophones. Voilà. Alors cet avion va être prêté à la France pendant la guerre d'Indochine. Il va être utilisé, et puis après on va essayer de l'utiliser pendant la guerre d'Algérie. Ça va pas très bien marcher, parce qu'en Algérie, dans les bleds, etc., avec les montagnes, c'est pas bon, les vents rabattants, c'est pas bon non plus. Après on va essayer avec les hélicoptères, quand on aura des voilures tournantes, ça marchera pas beaucoup mieux non plus. Donc le résultat est relativement moyen, mais c'est une tentative intéressante. Maintenant, eh bien, on a utilisé des émissions de télé, des brouillages, voilà. Mais l'esprit reste toujours le même. Est-ce que c'est vraiment efficace, finalement, ce genre ça, de choses? c'est la grande question. Parce que bon, il y a deux choses. Les tracts pour appeler à la reddition d'une troupe,
Ça, c'est plus efficace. Quand on veut se rendre comme ça, on est sûr qu'on ne va pas se faire tirer dessus. Oui. En plus du drapeau blanc. On arrivait avec son petit tract. Oui, le drapeau blanc. Est-ce qu'on a une efficacité prouvée Alors, pour les tracts, du côté américain, pour les tracts pendant la Seconde Guerre, oui. Du côté japonais, ça n'a pas très bien marché. Alors, pour ce qui est des tracts auprès des populations, c'est très difficile. De même, passer après avec des petits camions, des jeeps, des haut-parleurs. Le problème, dans les premiers temps, les officiers français, quand ils l'ont fait en Algérie, avaient des interprètes. Puis ils se sont rendus très vite compte que l'interprète ne disait pas toujours ce qui était... Voilà, et qu'il pouvait même dire exactement le contraire. Donc après, c'était des textes enregistrés. Voilà. Mais là encore, si vous voulez, tout ce qui est ce type d'action apparaît lorsqu'on ne sait pas comment faire avec la coercition par la force, par les armes. Donc on utilise la dernière chose qui reste, mais après comment vérifier? Il faudrait que vous interrogez les gens. Et comment être sûr que lorsqu'ils vous répondent, ils vous disent la vérité ou qu'ils vous mentent? Là on tourne en rond. Mais on se dit que ça doit peut-être fonctionner, puisque je crois que les Américains l'ont poursuivi en Afghanistan. Oui, ils ont poursuivi. Vous montez des tracts, d'ailleurs, faits à base de dessins. Oui, mais c'est toujours la même chose. Vous êtes analphabète, vous êtes obligé d'utiliser. Non, mais si ça ne fonctionnait pas vraiment, est-ce qu'on continuerait à le faire? Alors, vous avez peut-être aussi des gens qui espèrent que ça marche, parce que derrière, vous avez des psychologues, des sociologues, donc les ethnologues, ils ont peut-être aussi intérêt à défendre un peu... Défendre leur beefsteak. Leur boutique. C'est très difficile, en fait, de savoir. Si, la seule chose que vous voyez qui est une évidence, c'est si la population se rallie à vous et si elle abandonne le soutien aux terroristes, entre guillemets. C'est rarement vu, ça, si. Voilà, donc si ça... Voire jamais. C'est là, la réelle efficacité, elle est là. Sur le terrain. Est-ce que la population vous soutient complètement? Est-ce que les actes terroristes disparaissent? Est-ce que les caches ou le soutien aux terroristes, entre guillemets, diminue ou pas? Si ça ne diminue pas, c'est qu'en fait, votre action est inefficace. Parce qu'on la lit tout simplement dans les résultats sur le terrain. Si les résultats restent à peu près identiques, c'est que ça s'appelle un coup d'épée dans l'eau. Mais ça reste, on espère que peut-être, même si c'est qu'une petite frange, j'allais dire ça rassure, et puis ça montre quelque chose d'autre. Ça montre à l'adversaire qu'on n'abandonne pas. Et je pense que c'est aussi plus, d'une certaine manière, dirigé envers ceux qui sont à la tête, ceux qui donnent les ordres, les donneurs d'ordre des mouvements terroristes, pour leur dire, voyez, on ne cédera jamais, alors qu'on sait que peut-être l'efficacité réelle auprès des populations reste minime. Et puis ça rassure aussi votre propre population. Vous lui renvoyez des belles images, vous renvoyez des photos, vous envoyez des journalistes sur place, et on dit, voyez, ils n'utilisent pas, ils ne tuent plus. Donc, ça entre aussi dans toute une vision de la guerre zéro mort. Oui. Donc, ça participe à la fois à la vision que les Occidentaux ont d'eux-mêmes, qu'ils veulent donner auprès de leur propre population, de ce qu'est la guerre qu'ils voudraient mener, une guerre dite propre et humanitaire, entre guillemets, ce qui n'existe pas, mais ce qui est le discours ambiant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui quand même reste un discours dominant. Et comment c'est perçu d'ailleurs au sein des forces armées? Parce que j'en reviens à ma zizanie d'Astérix. Le légionnaire romain, il n'est pas très pour. D'ailleurs, le type s'appelle Détritus, je crois. Oui, Détritus. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des sociologues, des communicants, des psychologues et qui arrivent dans les états-majors je dirais en disant, que ça fait partie de tout un panel auquel les forces armées se sont habituées. Ça fait partie c'est tout un ensemble. J'allais dire, on essaie le champ le plus large possible de toutes les formes d'armes, entre guillemets. Voilà. Du psy au plus brutal, la bombe, la balle. Et d'accord, aujourd'hui, donc, cette guerre psychologique, ces guerres secrètes, elles prennent quelle forme? Est-ce que Internet, par exemple, est très utilisé aujourd'hui? Alors, téléphone tout est utilisé autant par... je dirais, les deux camps. Le camp adverse, c'est le camp, le camp occidental, et puis les autres. Tout le monde l'utilise. Oui, c'est devenu... tout le monde connaît ce que sont les hackers qui remontent les réseaux. Tout le monde sait que, par exemple, au moment en Libye, on avait utilisé, ou en Syrie, on avait utilisé les téléphones portables pour faire passer de fausses informations aux hommes du Bas, aux troupes de Kadhafi. Et voilà,
ça a été très utilisé. Mais là, c'est pas nécessairement, j'allais dire, ce sont des petites unités qui font ça. Et puis, vous savez, comme dans toutes les armées, chacun est dans son couloir, dans son action, les aviateurs, les terriens, les marins, et après les artilleurs, les gens du génie. Voilà, chacun, c'est une petite pièce d'un puzzle, chacun joue son rôle. Puis après, c'est les états-majors à haut niveau, à l'opératif, au stratégique qui ont une vision globale. En ce qui concerne l'informatique, on parle beaucoup des Chinois ou des Russes, mais j'imagine que les Américains, les Français ou les Israéliens font les Israéliens sont très très bons. Très très bons. Très très bons. Très bon. Les Américains, les Français aussi, mais le souci, c'est que si vous voulez, ça demande beaucoup de moyens, ça demande des gens qu'on forme, ça demande des gens qu'on recrute. Et en général, ces gens-là, on les recrute auprès des geeks. On recrute, c'est plus... Parce que si vous voulez, tout ce qui est l'informatique et tout ce domaine-là évolue tellement vite que les gens plus âgés, qui ont 30, 35 ans, qui sont formés, sont déjà dépassés. Donc vous devez vous tournez de plus en plus vers des gens de plus jeunes. Et si on va même jusqu'au bout du drone, dans les premiers temps, les opérateurs de drones étaient d'anciens pilotes de chasse qui ne pilotaient plus en raison de leur âge. Et aujourd'hui, ce sont des gamins qui et ce sont à des spécialistes des jeux vidéo qui maintenant... Alors, ça présente quelque chose qui est terrible parce que, si vous voulez, quand vous avez en face de vous une image, un écran, et que vous voyez une personne que vous savez que vous allez la tuer, et la faire tuer et la battre... après vient une confusion entre le réel et la zone. C'est la raison pour laquelle les Américains, en fait, les gens qui travaillent sur ces opérateurs sont aux États-Unis, au-delà de Las Vegas, dans la zone bien protégée, tandis qu'en France, ils sont sur zone. Ceci pour avoir conscience, moins de distance, finalement. Une conscience éthique qui s'affaisse lorsque vous êtes loin. Bien sûr. Bah, écoutez, ça fera peut-être l'objet d'un prochain livre, La guerre secrète, vraiment aujourd'hui. Sinon, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Guerre secrète, renseignements et opérations spéciales de la Grande Guerre à l'Afghanistan. C'est paru aux éditions Memorabilia en 2021. Merci Marie-Catherine Villatou. Merci beaucoup. Avant de nous quitter et de retrouver la petite histoire de Christopher Lann, voici quelques conseils de lecture. Aux éditions Pierre de Taillac, un petit essai passionnant, l'armée romaine analysée comme une armée du XXIe siècle. Première armée moderne, l'armée romaine a jeté les bases du combat interarmes et a donné naissance aux fonctions opérationnelles telles que nous les connaissons encore aujourd'hui. Infanterie, cavalerie, génie, artillerie, renseignement ou encore logistique. Elle est déjà dotée d'un armement et d'un équipement standardisé et possède une doctrine bien rodée. Plus remarquable encore, les généraux romains ont développé une pensée logique, fruit d'une longue expérience, et ont mis en œuvre des schémas stratégiques et tactiques dont la pérennité ne peut que frapper le lecteur contemporain. Écrit par le général Richoux, officier de la cavalerie blindée et spécialiste de l'Antiquité, cet essai original vous fera découvrir toute la modernité de ce redoutable outil militaire vieux de 2 millénaires. Paru maintenant chez Memorabilia, Gallipoli, la fuite des géants. Gallipoli, les Dardanelles, ces noms presque oubliés de nos livres d'histoire, marquent pourtant une des plus sanglantes batailles à laquelle participa l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale. Cette campagne militaire, contestée dès sa conception par le monde politique et décriée par les états-majors, avait été imaginée par un seul homme, Winston Churchill. Seule l'obstination aveugle de ce dernier fit qu'elle soit finalement décidée. Alors que dans les Flandres, en Artois et en Champagne, les batailles qui se succédaient demandaient de plus en plus d'hommes et de moyens, on en envoya ainsi près de 550 000 aux portes de la Turquie qui s'étaient rangées dans le camp des Allemands. Quand, au terme d'un an, après des efforts surhumains et des pertes énormes, on se rendit compte que l'opération projetée s'avérait impossible à réaliser, Français, Anglais et Australiens furent forcés de se retirer. Du corps expéditionnaire qui avait été engagé aux Dardanelles, près de la moitié des hommes avaient été tués ou blessés. C'est l'histoire de cette tragédie humaine que l'auteur Daniel Dumoulin, historien spécialiste de la Turquie, raconte au travers de ce livre. N'oubliez pas maintenant de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Place maintenant à la petite histoire de Christopher Lann. À bientôt.
Quatrième et dernier épisode de cette thématique de septembre sur les grands maréchaux de l'Empire, et autant vous dire qu'on termine avec du lourd, du très très lourd, le maréchal Lannes. En 5 ans de petite histoire, je n'ai jamais fait de vidéo sur Lannes. Beaucoup de gens me la réclament et me demandent pourquoi. Eh bien c'est simple, j'avais trop peur de mal faire. Mais pour cette thématique, je ne pouvais pas passer à côté. Il est temps pour moi de vous parler de mon maréchal favori. Évidemment, je ne pourrai pas vous dire tout ce que je voudrais en 10 minutes. Mais c'est comme ça. Et j'en profite aussi pour rappeler une énième fois que non, je ne suis pas un descendant du maréchal Lannes. J'ai pris ce pseudonyme en hommage justement à cet homme incroyable que j'admire beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je réponds à cette question et à bien d'autres, donc je vous invite à la visionner si ça vous intéresse et à vous abonner à ma chaîne au passage, Christopher Lannes. Bref, aujourd'hui on va parler d'un chef de guerre exceptionnel, l'un des rares vrais amis de Napoléon qui était l'incarnation de la bravoure et qu'on surnommait l'Achille de la Grande Armée et dont l'empereur disait qu'il était l'un des militaires les plus distingués qu'ait eu la France. Il a participé à quasiment toutes les victoires glorieuses de l'Empire et s'est distingué un nombre incalculable de fois par ses talents de tacticien et sa capacité surhumaine à mener les hommes à la victoire. Il a été tué au combat en 1809, ce fut le premier maréchal d'Empire à tomber et l'empereur en fut très affecté. C'est ce qui donne à son histoire ce côté romantique et tragique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Encore une fois, tout comme Murat, tout comme Ney, Lannes, c'est un destin exceptionnel puisqu'à l'origine, il est fils d'un modeste garçon d'écurie né en 1769 dans un petit village du Gers, Lectoure, que je vous invite à visiter. Moi, j'ai déjà fait mon pèlerinage. Il débute comme apprenti teinturier, mais dès la Révolution, dont il épouse les idées, personne n'est parfait, il s'engage dans le bataillon des volontaires du Gers et plus jamais il ne quittera l'armée. Et dès ses débuts, il se distingue par son courage exceptionnel et sa capacité à entraîner la troupe. Il s'expose énormément et c'est pourquoi il sera autant blessé tout au long de sa carrière et c'est pourquoi aussi il va rapidement gravir les échelons. Il combat ensuite en Italie et c'est là que le général Bonaparte le remarque et que l'ascension se poursuit. Il sera ensuite de tous les combats ou presque, sera fait maréchal en 1804 puis duc de Montebello, ne manquera jamais de s'illustrer à la bataille en faisant étalage à la fois de son courage à toute épreuve, mais aussi de ses talents de manœuvrier et de tacticien. Vous voyez, avec Murat, Ney ou Davout, on arrive à dégager dans leur carrière des événements marquants, des batailles où ils se sont distingués plus que d'habitude. Mais avec Lannes, le problème, c'est que le mec a été incroyable absolument tout le temps. Murat, on a la campagne de Prusse et la charge d'Eylau. Ney, c'est Friedland et la Moskova. Davout, c'est Auerstedt. Lannes, c'est les guerres de l'Empire, c'est simple. Donc après avoir servi fidèlement Napoléon, malgré son dégoût croissant de la guerre, le maréchal Lannes est mortellement blessé en 1809 suite à la bataille d'Essling et meurt des suites de ses blessures après une longue et déchirante agonie. Napoléon sera extrêmement touché par la mort de celui qu'il considérait comme l'un de ses rares amis et lui fera rendre tous les hommages possibles, le faisant notamment entrer au Panthéon. Et c'est ce qui rend l'histoire de Lannes particulière car c'est le premier maréchal tombé au combat et surtout, ça rend son épopée à la fois tragique et romantique, et pour beaucoup d'autres raisons. C'est ce qu'on va voir maintenant avec les principaux faits de gloire qui ont marqué sa vie. La première fois où Bonaparte le remarque, c'est donc pendant la campagne d'Italie, et plus précisément lors de la bataille de Dego. Puis c'est à Lodi où il montre l'exemple avec d'autres généraux en chargeant sur le pont pour entraîner les hommes. Lors de la bataille d'Arcole, Lannes est blessé par 2 fois et doit être emmené à l'arrière pour y être soigné, mais quand il apprend que Bonaparte s'apprête à mener une charge désespérée sur le pont à la tête de ses hommes, c'est le fameux tableau avec le drapeau, il n'hésite pas une seconde et, ne pouvant marcher, monte à cheval pour le rejoindre. Et lorsque Bonaparte, face à la contre-offensive autrichienne, sera propulsé par-dessus la rambarde, tombant dans la boue, ça c'est moins connu, et à 2 doigts d'être capturé ou pire, c'est Lannes, le champion des causes perdues, écrit Jean-Claude Dammam, qui s'élance sur sa monture pour le dégager et lui sauver la vie. Dès lors, les 2 hommes ne vont plus se quitter. Lannes est en Égypte où il est blessé plusieurs fois, il manque même d'être égorgé lors du terrible siège de Saint-Jean d'Acre. Devenu un ami proche de Bonaparte, il participe au coup d'État du 18 Brumaire, puis à la 2e campagne d'Italie où il remporte sa première victoire personnelle lors de la bataille de Montebello. C'est pourquoi il sera fait
fait duc de Montebello plus tard. À Marengo aussi, il joue un rôle décisif en contenant les Autrichiens par des manœuvres brillantes et une combativité exemplaire en attendant l'arrivée salvatrice de Décès. Il est logiquement fait maréchal d'Empire en 1804 et en 1805 à Austerlitz, il commande le 5e corps et culbute l'aile droite des Austro-Russes avec panache. Le soir, il écrit à sa femme « Nous avons tout culbuté », c'est-à-dire tout tué ou pris. On n'a jamais vu un carnage pareil. En 1806, lors de la campagne de Prusse, c'est lui qui bat l'armée du prince Louis-Ferdinand à Saalfeld, un combat au cours duquel le prince prussien trouve d'ailleurs la mort. Lannes lui rendra les honneurs, mais Napoléon n'en aura strictement rien à carrer puisque c'était l'un des principaux fauteurs de guerre du côté des Fritz. Il est ensuite à Iéna, puis s'illustre à Friedland en 1807 en faisant ce qu'on peut appeler en langage d'époque une véritable dinguerie. Oui, dinguerie, vous pouvez vérifier, c'est dans le bulletin de la Grande Armée. Non, mais vérifiez pas, c'est faux. En gros, avec 20 000 hommes, il va tenir tête pendant de longues heures aux 80 000 hommes de Benningsen, c'est-à-dire toute l'armée russe, en attendant l'arrivée de Napoléon et du reste de la Grande Armée. Et durant tout ce temps, malgré son infériorité numérique écrasante, il va parvenir à faire croire à l'ennemi qu'il est beaucoup plus nombreux en manœuvrant avec habileté et rapidité et en se servant intelligemment du terrain. S'ensuit une période sombre en 1808 où il est envoyé en Espagne pour rétablir l'ordre. Il est vainqueur à la bataille de Tuleda, puis lors du difficile siège de Saragosse qu'il reprend aux insurgés. Après le siège de Saragosse, il écrit à sa femme « Quel métier que celui que nous faisons ici, Saragosse ne sera bientôt qu'un tas de ruines. » Et c'est à partir de cette guerre d'Espagne que Lannes commence à être lassé de la guerre. Il n'a d'ailleurs jamais aimé la guerre, tout en étant un chef de guerre redoutable, mais à partir de l'épisode espagnol, on peut dire qu'il commence véritablement à se lasser de ne jamais en voir la fin. Au cours de ses célèbres colères, il n'hésite pas à maudire son ami Napoléon, toujours en privé bien sûr, lui qui est le seul avec Duroc à le tutoyer. C'est cette sensibilité de Lannes, en contraste total avec ses qualités guerrières, qui rend le parcours de ce grand personnage aussi romantique, disons. Il participe néanmoins à la campagne de 1809 lorsque l'Autriche déclare la guerre à la France, et ce sera sa dernière. Au cours de celle-ci, il est vainqueur à Eckmühl, où Davout s'illustre, puis à Ratisbonne. Mais c'est la campagne de trop. La veille de sa mort, il écrit « Je crains la guerre, le premier bruit de guerre me fait frissonner, on étourdit les hommes pour mieux les mener à la mort. » Les 21 et 22 mai, c'est la terrible bataille d'Essling qui fait rage. Ce jour-là, Lannes est en grande tenue. Ces tenues n'avaient d'ailleurs souvent rien à envier à celles de son très bon ami Murat, car, disait-il, je cite, « Il faut que tous les officiers paraissent sur le champ de bataille aux yeux du soldat comme s'ils étaient à la noce. » Mais alors qu'il parcourt le champ de bataille avec son ami le général Pouzet, une balle vient frapper ce dernier en pleine tête. Lannes s'éloigne et s'écrie « Ah, cet affreux spectacle me poursuivra donc toujours. » Puis il s'assoit sur une petite butte tout en se cachant les yeux pour s'épargner ce triste spectacle. C'est alors qu'un boulet de 3 livres, qui avait ricoché, vient lui frapper la rotule gauche, brisant ses os et sectionnant ses ligaments. Le maréchal est gravement touché, la gangrène se répand, on doit même l'amputer. Il agonise pendant 6 jours et réclame l'empereur à son chevet. Lorsque Napoléon arrive, il est complètement bouleversé. Lannes succombe de ses blessures le 31 mai 1809 au petit matin et Napoléon s'écrie « Quelle perte pour la France !» et pour moi. On a raconté que dans ces derniers instants, Lannes avait maudit Napoléon, ce qui est très probablement faux au vu de l'origine et de la datation des sources. L'empereur écrira aussitôt à la femme du maréchal, avec laquelle il ne s'entendait pas très bien, « Ma peine égale la vôtre, je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. » La dépouille de Lannes est rapatriée en France en grande pompe et les honneurs lui sont rendus tout au long du trajet. C'est le premier maréchal d'Empire tué au combat. Plus tard, son corps sera inhumé au Panthéon, où il se trouve toujours d'ailleurs, j'ai fait aussi ce pèlerinage. Ainsi fut la vie et la mort du maréchal Lannes, duc de Montebello, le Roland de l'armée d'Italie, l'Achille de la Grande Armée, celui qui, malgré son dégoût croissant de la guerre, a toujours montré une bravoure et un sens tactique extraordinaire. À Sainte-Hélène, Napoléon dira « Chez Lannes, le courage l'emportait d'abord sur l'esprit, mais l'esprit montait chaque jour pour se mettre en équilibre. Je l'avais pris pygmée, je l'ai perdu géant. Je perds le général le plus distingué de mes armées, celui que je considérais comme mon meilleur ami. » Ce qui est fascinant avec Lannes, c'est qu'il est mort en 1809. Il n'a donc pas connu la débâcle, la campagne de Russie, la chute de l'Empire, les 100 jours. Et il a donc été épargné de fait par les potentielles trahisons qu'il aurait pu commettre. C'est d'ailleurs une question très intéressante à se poser. Lannes aurait-il trahi son ami Napoléon en 1814, en 1815 ? Est-ce que son dégoût de la guerre l'aurait emporté sur son amitié ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je
pense qu'il n'aurait pas trahi. Au pire, il se serait retiré, mais jamais il n'aurait rejoint ni Louis XVIII, ni les coalisés. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que l'histoire de l'âne est une sorte de tragédie grecque, une tragédie à l'ancienne, et qu'il est aujourd'hui le maréchal le plus apprécié de l'épopée napoléonienne. Merci d'avoir suivi cet épisode et cette série d'épisodes sur les plus grands maréchaux de l'Empire. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ce format thématique vous convient. La semaine prochaine, nouveau mois, nouvelle thématique, on se retrouve avec 4 épisodes sur les grandes femmes d'État. Eh oui, il faut bien un peu de parité, quoi. Merci à tous et à bientôt.